Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Les membres du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre réunis à Paris autour de sa présidente, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Ils ont désigné la liste des auteurs francophones sélectionnés pour le prix littéraire et les nommés pour la bourse de la découverte. Vous en saurez plus dans ce journal. Le projet d'embellissement du centre commercial de Fontvieille se dévoile et démarrera le mois prochain. Aurélie Perry, administrateur des domaines, nous éclairera sur les interventions prévues qui n'impacteront pas l'activité commerciale. Ce week-end, la principauté vivra au rythme du e-prix. Certains pilotes sont allés à la rencontre des écoliers de la principauté. C'est le cas de Lucas Di Grassi que nous avons suivi. Et puis ce soir, nous recevrons Bill Nelson, astronaute et ancien administrateur de la NASA. Il a effectué un déplacement de plusieurs jours en principauté et nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Direction Paris où le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre s'est réuni au Ritz pour statuer sur les potentiels lauréats du prix littéraire et de la bourse de la découverte. Une sélection qui a lieu chaque année à la même période. Justin Hadel, vous êtes notre correspondant à Paris. À l'issue de cette réunion, vous avez quelques informations à nous révéler. Oui, tout à fait, Émilie. Comme vous venez de le dire, cette réunion, elle a été très importante, mais elle était aussi décisive puisqu'elle a permis de sélectionner les auteurs, mais aussi les œuvres qui allaient pouvoir potentiellement être récompensées par le prix littéraire, mais aussi la bourse de la découverte. Le prix littéraire récompensant un auteur pour l'ensemble de son œuvre, la bourse de la découverte, elle, récompensant un auteur francophone pour son premier roman de fiction. Alors oui, c'est un choix peu évident et ce n'est pas les premiers concernés qui vont vous dire le contraire. Quand on sélectionne, on exclut, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Et parfois, ça nous fend le cœur parce qu'on a plusieurs candidats qui se valent, ça a été le cas encore cette année, et il faut choisir. On voudrait pouvoir mettre sur la liste tous les auteurs qui nous ont présentés parce que ce sont tous des lettres, des livres qui ont été choisis, qui ont été élus. Et donc, c'est un peu déchirant. À chaque année, il y a des titres qu'on laisse puis qu'on a l'impression d'avoir un peu sacrifiés. Un conseil qui, lui, est constitué de plusieurs membres de l'Académie française, des membres de l'Académie Goncourt et d'auteurs francophones, une manière de représenter une partie de la francophonie. Un conseil également présidé par son Altesse royale la princesse de Hanovre, présidente de la Fondation Prince-Pierre, mais aussi de ce conseil littéraire. Ça a donc été un choix peu évident à faire, comme chaque année. Et ce soir, sur Monaco Info, nous avons la possibilité de vous dévoiler ces quelques noms. La sélection officielle, dans l'ordre alphabétique. Elisabeth Barillet, Michel Bernard, Daniel Pénac, Marius Daniel Popescu. La bourse de la découverte doit garder plus de jeunes auteurs pour donner plus de chance à chacun. Il pleut sur la parade de Luciane Belgy aux éditions Gallimard. Le soleil se lève deux fois de Sundus Shraibi aux éditions L'Arbalète Gallimard. La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob de Jean-Philippe Daguerre aux éditions Albert Michel. C'était ça ou mourir, Télisson Aurélien, édition du Boréal. Même le froid tremble, de Nicole Ortega, édition Anne Carrière. Et Le déjeuner de Colombey, de Christophe Tardieu, aux éditions Albert Michel. Vous connaissez donc les potentiels lauréats du prix littéraire et de la bourse de la découverte. Mais il faudra encore attendre quelques mois, en octobre prochain à Monaco, pour connaître les lauréats. Oui, les lauréats qui seront dévoilés lors de la cérémonie de proclamation des prix 2026 de la Fondation Prince-Pierre à la salle Garnier. Merci à vous Justin et à Jérémy Henry qui vous accompagnent. En principauté, le commerce de proximité représente une importance particulière dans le tissu économique monégasque. Ce mercredi matin, l'UQAM, l'Union des commerçants et des artisans de Monaco, a organisé une nouvelle édition de la matinale du commerce. Elle a réuni des commerçants, des artisans et des institutions au Novotel Monte-Carlo. Les détails avec Fabien Bonilla et Alexandra Paolini. La matinale du commerce. Pendant 1h30, plusieurs intervenants ont partagé leurs expertises pour favoriser et développer le commerce local. Une matinale organisée au Novotel par l'Union des commerçants et artisans de Monaco. L'UQAM représente environ 200 magasins en principauté, tous secteurs confondus. Le concept est simple, c'est une réunion entre les commerçants et artisans de la principauté, en tout cas le maximum possible, et les institutions de Monaco. Les institutions, la mairie, le Conseil national et le gouvernement princier, qui sont nos partenaires à l'année pour l'Union des commerçants et artisans de Monaco. L'idée, c'est de faire connaître l'action
de l'Union des commerçants et artisans, l'UCAM, en principauté. Nous voulons que notre action soit reconnue. On l'est pas mal, mais on voudrait que ce soit un petit peu plus pour que les commerçants comprennent que nous sommes un trait d'union entre les institutions du pays et eux, tout simplement. Parmi les intervenants, le nouveau directeur de la DDE, la Direction du développement économique. Il a présenté les actions menées par la DDE en faveur du commerce de proximité. Le commerce, ça représente aujourd'hui 815 établissements en principauté pour un chiffre d'affaires en 2025 de 2,5 milliards d'euros. Donc c'est dire si le commerce revêt une importance particulière dans le tissu économique monégasque. La direction du développement économique est pleinement impliquée aux côtés des commerçants pour relayer les demandes qu'ils pourraient avoir, les aménagements qui pourraient être nécessaires, pour orienter également la stratégie commerciale au sein du territoire de la principauté. Et ce type de rendez-vous sont pour nous, au gouvernement, vraiment un point de contact très concret, pragmatique, pour échanger avec eux. Autre intervenant qui a boosté le commerce de proximité ces dernières années, le fondateur de l'application Carlo. On est partenaire de l'UCAM maintenant depuis de nombreuses années, avec bien sûr une mission qui est commune, qui est de redynamiser le commerce local, de mettre en avant les commerçants et les artisans de Monaco. Et aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de retrouver les commerçants, d'avoir aussi l'occasion de leur donner une plateforme pour se fédérer, pour discuter, pour se rencontrer également. Lors de cette matinale du commerce, l'accent a également été mis pour les commerçants sur les bons réflexes à avoir en termes de sécurité et de cyberattaques. Le centre commercial de Fontvieille s'apprête à dévoiler un nouveau visage. Le projet d'embellissement du site a été présenté hier. Les travaux de plusieurs millions d'euros vont démarrer sous peu. Pour en parler, nous sommes en duplex avec l'administrateur des domaines. Bonsoir Aurélie Perry. Bonsoir Émilie. Ce projet d'embellissement était très attendu par les Monégasques et les commerçants. Quand va-t-il débuter concrètement ? Alors, le projet d'embellissement du centre commercial de Fontvieille va débuter très prochainement, puisque le démarrage des travaux est prévu dès ce mois de juin et il s'étalera jusqu'au mois de décembre, un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Et sur quoi porteront les interventions ? Alors, l'objectif de ce projet est tout d'abord d'apporter de la clarté et de la luminosité au site, qui aujourd'hui est un petit peu assombri par les différentes tonalités qui tournent surtout autour du gris, des différents matériaux qui sont utilisés. Donc, on va traiter différents aspects de la galerie piétonne. Tout d'abord, toutes les parties verticales seront rénovées avec des matériaux plus naturels, plus clairs. Un nouveau revêtement effet béton sera mis en place sur l'intégralité des murs de la galerie piétonne et il y aura également un bardage sur l'ensemble des colonnes qui ponctuent les circulations piétonnes. Ces éléments vont apporter significativement de la clarté et de la luminosité au site. On l'entend, la démarche est vraiment d'offrir un nouvel environnement aux usagers et aux professionnels. Et pour cela, le gouvernement princier a dédié un budget conséquent. Absolument. Le gouvernement princier a souhaité accorder une enveloppe budgétaire très importante pour ce projet. Enveloppe qui est à la hauteur de 4 360 000 euros. Et puis, il a également souhaité s'associer d'une agence d'architecture, en l'occurrence l'agence TAG, représentée par M. Jérôme Hein, pour mener à bien ce projet. Et ces interventions concerneront l'ensemble des zones de la galerie marchande ? Alors, le projet s'étend sur l'ensemble de la galerie marchande intérieure du centre commercial. Au rez-de-chaussée, ce sera de la pharmacie jusqu'au début de la galerie menant au quartier de la Condamine. Et nous interviendrons également au niveau de la mezzanine au premier étage. Et l'activité commerciale se poursuivra ? Alors, l'activité ne sera pas impactée pendant la durée des travaux puisque le centre commercial demeurera ouvert de juin à décembre sans interruption et l'ensemble des commerces pourront poursuivre leur activité normalement. Aurélie Perry, vous avez présenté ce projet au ministère d'État hier. Comment a-t-il été accueilli par les intéressés ? Alors, le projet a effectivement été présenté hier aux représentants du groupement d'intérêt économique du centre commercial, ainsi que la direction de Carrefour et puis de l'UCAM. Et je dois dire qu'il a été particulièrement bien accueilli et les commerçants ont indiqué qu'il répondait grandement à leurs attentes.
En résumé, l'objectif de ce projet est d'éclaircir, simplifier et rendre attractif le centre commercial de Fontvieille ? Absolument. L'objectif principal du projet est en effet de maintenir le centre commercial attractif jusqu'à un projet de plus grande envergure et puis d'apporter de la modernité par des jeux de matériaux et de lumière. Et il est à préciser que cette nouvelle phase d'embellissement complète les opérations déjà menées récemment. Absolument. Ce projet s'inscrit dans une volonté du gouvernement de maintenir le site à niveau et vient dans la continuité des investissements d'ores et déjà menés par le gouvernement ces derniers mois, avec le remplacement d'escaliers mécaniques qui se situent en extérieur du centre, et puis plus récemment le remplacement des travellators qui desservent les différents niveaux de parking et qui ont été remis en service pas plus tard que lundi dernier. Eh bien, merci Aurélie Perry d'avoir été notre invitée ce soir pour nous éclairer sur le projet d'embellissement du centre commercial de Fontvieille. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Protéger les plus jeunes face aux réseaux sociaux, le Conseil national a présenté hier lors de la séance publique législative une proposition de résolution à ce sujet. Elle a été votée à l'unanimité et fixe un objectif clair, mieux encadrer l'accès aux plateformes pour les moins de 15 ans. Bonsoir Christinda Petit-Omel, il s'agit là d'un enjeu devenu prioritaire pour les familles comme pour les pouvoirs publics. Oui, Émilie, car le constat est désormais sans appel. À Monaco, plus de 7 élèves sur 10 passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux en semaine. Et le week-end, ils sont près de 9 sur 10 à y être encore plus exposés. Un usage massif et loin d'être sans conséquences. Troubles du sommeil, anxiété, dépendance, cyberharcèlement, contenu inadapté. Les risques sont multiples et ils sont amplifiés par des plateformes conçues pour capter l'attention le plus longtemps possible. Alors, face à cette réalité, le Conseil national a décidé d'agir. Hier soir, la proposition de résolution portée par Mathilde Leclerc a été adoptée à l'unanimité des conseillers présents dans l'hémicycle. Un vote fort qui traduit une volonté politique claire, faire de la protection des mineurs une priorité avec une mesure phare, aller vers une interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une responsabilité donc partagée entre tous, les plateformes, les jeunes et les parents. En parallèle, le texte mise aussi sur la prévention, renforcer l'éducation au numérique dès le plus jeune âge, sensibiliser les parents, donner des outils concrets aux familles, car l'objectif est aussi d'accompagner pour construire un environnement numérique plus sûr pour les jeunes en impliquant tous les acteurs. Prochaine étape donc, la traduction de cette volonté en projet de loi. Merci Christinda. Ce week-end, la Principauté vivra au rythme du e-prix, un événement qui sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de samedi dès 10h40. Quelques heures avant de prendre le volant de leur monoplace, certains pilotes sont allés à la rencontre des écoliers de la Principauté. Nous avons suivi le pilote brésilien Lucas Di Grassi qui a partagé sa passion avec une classe de CM1 de l'école de la Condamine. Le reportage de Yannick de Bever et Julien Logier. Avant d'arpenter les rues monégasques à plus de 200 km/h, Lucas Di Grassi, pilote de l'écurie Lola Yamaha, est allé rendre visite à des élèves de l'école de la Condamine. Une classe de CM1 a eu le privilège de rencontrer celui que l'on surnomme Mister Formula E, présent en championnat FE depuis son lancement en 2014. On était stressés, on a fait une toute petite récréation. Et on avait déjà préparé les questions la veille. Ça m'émeut un peu parce que c'est la première fois que je vois un pilote de proche et que je lui pose des questions et voilà. Cette rencontre était organisée par l'Automobile Club de Monaco, désireux de créer du lien entre les pilotes et la communauté monégasque. Lucas Di Grassi a annoncé récemment mettre un terme à sa carrière de pilote professionnel à la fin de la saison. C'est donc en tant que père de famille et futur jeune retraité que le résident monégasque a voulu transmettre ses valeurs. It's not only my last year, it has been the past 30 years building to that moment, and next year I'm not racing, probably I'll have more time to do more work like this. So I think I'm just starting. It's not the last year, it's the beginning of a new chapter that I will have
that I will try to construct also a better motorsport for everybody, including these children. Avec l'école de la Condamine, le Petit Cours Saint-Maur et les Révoirs ont également reçu la visite d'un pilote de Formule E. Une matinée spéciale pleine de partage, de sourires et d'humanisme. Et en marge de ce e-prix, un tournoi de golf caritatif baptisé T-E-Prix a été organisé au Monte Carlo Golf Club. Il a réuni plusieurs équipes pour la bonne cause sur le green du Montagel. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont distingué les participants en milieu d'après-midi lors de la cérémonie de remise de prix. Le pilote Max Günther, la golfeuse Mathilde Ostrowski et les influenceurs Emma Houlmier et Seb Delaney sont les grands vainqueurs de cette édition qui aura permis de récolter des fonds au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco afin de soutenir le programme de sécurité aquatique. Il est temps à présent de recevoir un invité de marque, l'astronaute et ancien administrateur de la NASA, Bill Nelson. Il a effectué un déplacement de plusieurs jours en principauté, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la participation de Monaco aux célébrations des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Lors de sa présence à Monaco, Bill Nelson aura captivé les élèves du collège Charles III. Il se sera également entretenu avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Celui qui a survolé la Terre en 1986 a fait un détour par Monaco Info pour nous accorder une interview. Rejoignons Bill Nelson en plateau. Good evening, Bill Nelson. Good evening. You're one of the lucky few to have seen Earth from space. It was in 1986 with Columbia. What memories do you keep in your mind from that mission? Of course, the vivid memory is looking back at Earth, and it is so beautiful. It is so colorful. It is this blue ball, blue from the oceans and white from the clouds. And it's suspended in the middle of nothing. Space is an airless vacuum that is black, that goes on for billions and billions of light years. And there's our home. When you look at the rim of the Earth, you see a thin little film, and you realize that's the atmosphere that sustains all of our life here. And from space in low Earth orbit, where we're orbiting every 90 minutes, it's just so thin, so fragile. It must be unique. It must be unique. It was 6 days. Unique, yes. Oh, indeed. 6 days, 98 revolutions. But I saw something else. I became more of an environmentalist when I went into space, because I could see how beautiful it is, and then I could look in detail. For instance, coming across Brazil, I could see in the upper Amazon the color contrast where they were cutting down the trees, the forest, the jungle. And in the same window of the spacecraft, I could look to the east, and there at the mouth of the Amazon was all that extra silt, dirt, because they had cut down the trees upriver. It was flowing out to the Atlantic for hundreds of miles. Coming across Southeast Africa, then you come across Madagascar. Same thing had happened. They had cut down all the trees, and it was very obvious when the rains came, there were no roots to hold the topsoil. The soil ran down the rivers, and then as I'm looking at Madagascar, which is about that big on the earth below, I see all of the mouths of the rivers depositing this mud and dirt into the bright blue water of the Indian Ocean. And it made me want to be a better steward of what we have here on Earth. And now you want to share it with students as Monday? And as a matter of fact, I did. And you talk about space to students, they're listening. They all have your attention. Yeah. What was the message that you wanted to spread to that students? Well, one of the things I wanted to tell them about the astronauts that had gone to the moon last month.
And the astronauts, from that perspective of beyond the moon, looking back at Earth, you could hold out your thumb at arm's length and you could cover up the Earth because the Earth was that big. And they had this new appreciation for home. They wanted to get back there because that little colorful ball was everything that we know, everything that we are, we know from Earth. I also wanted to point out to the students that when you look back at Earth, you don't see all these things that in our daily lives give us so much trouble. Religious division, racial division, political division. What you see as you orbit the Earth, we're all in this together. We are all citizens of planet Earth. You mentioned Artemis. It's possible to not talk about this moon exploration. Is it the most ambitious space exploration? It was over 50 years ago that we went to the moon in the Apollo program. Now we're going back to the moon, but we're going back to stay. We're going to build a moon base. We're going to learn to live and invent and create. Why? In order to go further to Mars and beyond. A last word on your ties with Monaco, as well the commitment to space exploration through Monaco Space Office and Venturi. What do you think about it? Well, I came here a long time ago, and my wife Grace and I, our early part of our marriage, but it's been a long time since. But I am a friend, my wife and I are friends of your ambassador in Washington, Maggie Macario. And Maggie had, I knew her in my previous life as a U.S. Senator. And she got interested in space. And so I arranged for my space shuttle crew to come here in 2018. And they apparently, I could not come at the last minute. They had such a profound effect. And now you've even got a space business here, Venturi. Yeah. So Maggie had always wanted me to come. And so we finally worked it out. Here I am. I visited the Venturi. I visited with the students for 2 hours with the students. I've been to your new library. I've been to the aquarium. I've been to the science research department. Oh, you've got a lot going on here. Yep. Not to speak of, look at the sunshine out the window right now. Thank you very much, Bill Nesson. It was an honor to have you with us in Monaco Info. Thank you very much for being with us. My pleasure. Les États-Unis et la Chine sont grandement investis dans la conquête spatiale. La Chine qui est un partenaire de plus en plus stratégique pour la principauté. C'est en ce sens que le Monaco Economic Board a organisé hier une conférence portant sur les opportunités économiques avec ce pays d'Asie. Le reportage de Christinda Petit-Homel et Alexandra Paolini. Cap sur un marché incontournable, la Chine. La conférence Business Destination du MEB a réuni hier soir entrepreneurs et acteurs économiques pour décrypter les opportunités offertes par la deuxième puissance mondiale. Le MEB envisage d'ailleurs une mission économique en Chine pour l'automne. À l'ordre du jour donc de cette conférence, les grandes orientations de l'économie chinoise et ses opportunités. Les entrepreneurs monégasques, je pense, sont notamment intéressés sur des partages d'intérêts communs en matière d'intelligence artificielle, la robotique, tout ce qui est aussi écologie, tout ce qui est économie bleue. Le représentant de la Chambre de l'énergie et des énergies renouvelables et de l'écologie de Monaco est là avec nous. Il a présenté déjà au cours d'un déjeuner ce qu'il faisait et l'ambassade de Chine est très intéressée de créer de nouveaux liens dans ces secteurs. On sait aussi que la Chine maintenant s'engage dans l'environnemental,
très sérieusement, et dans l'économie bleue. Donc il y a des pistes que l'ambassade de Chine, en France et à Monaco, bien sûr, et moi-même, nous souhaitons creuser. Nous avons déjà prévu de futurs échanges plus précis, plus concrets, sur des secteurs cibles qu'on vient d'évoquer. Autre point clé, l'ouverture croissante de la Chine aux investissements étrangers, notamment dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l'innovation. Dans ce contexte, la principauté, déjà très engagée dans plusieurs partenariats, entend renforcer sa présence sur ce marché à fort potentiel. Un marché porté par une économie qui pèse près de 30% de la croissance mondiale, avec plus de 400 millions de consommateurs. Coup de projecteur à présent sur ce programme lancé en 2019 par le nouveau Musée national de Monaco avec le soutien de la Direction des affaires culturelles et la Direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Une résidence d'artistes en milieu scolaire qui a pour thème les artistes collectionneurs. Objectif : sensibiliser les collégiens de la principauté à ce que collectionner signifie lorsqu'on est artiste. Après Léa Collet ou Éléonore Fals, Elisa Bolazzi a collaboré avec les élèves de 6e du collège Charles III et du collège FANB. Les détails de Marie Bonnet-Blanc, Sylvain Péroumal et Jean-Alexandre Dordet. Ici, à partir d'un fragment d'œuvre planté dans la terre, les élèves devaient imaginer la réalisation qui aurait pu naître de cette plantation. Un exercice créatif dans lequel chacun a pu raconter son univers. On a planté ce petit fragment dans la terre pour essayer de faire revivre l'œuvre et que le cycle continue. Cette œuvre, c'est un lilas des Indes et c'est un fragment qu'on a planté et il faut à peu près imaginer que c'est une photographie qui a des pixels qui ont été enlevés pour créer un peu comme des lignes et du coup il faut à peu près voir un arbre et c'est à peu près cette taille. L'œuvre s'appelle Divine Pine, qui s'appelle le pain divin. Imaginez une forêt, une gigantesque forêt, que vous et le contact de la nature. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre ? Eh bien parce qu'elle reflète beaucoup la nature et j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, c'était la restitution d'une résidence d'artistes en milieu scolaire, l'aboutissement d'un travail et d'un programme mené depuis 2019 en collaboration avec la direction de l'éducation nationale. Ça consiste à inviter des artistes à travailler avec des élèves, mais la particularité de cette démarche artistique, c'est qu'eux sont collectionneurs. Et en réalité, ce qu'on essaye de faire souligner aux élèves, de leur faire comprendre, c'est qu'eux-mêmes, probablement, sont des collectionneurs. On a tous enfants collectionnés, des canettes, des poupées, des pins, peu importe. Et donc, eux, en fait, sont des collectionneurs d'objets. Et les artistes, potentiellement aussi, et le musée aussi collectionne. Et donc, on essaie de leur faire comprendre un petit peu comment tout ça s'articule. En effet, Elisa Bolazzi collectionne des fragments d'œuvres d'art contemporain venus du monde entier. Après plus de 30 ans de collection, elle possède aujourd'hui près de 2500 pièces. Une occasion de partager cet univers artistique avec les élèves. Ça a été une expérience unique pour moi parce que je les ai accompagnés avec ce projet dans le monde des collections. Et après, j'ai parlé de ma collection. Après, ils ont parlé de leur collection. Et c'est une expérience qui travaille sur l'art mental. Il n'y a pas l'objet, il y a seulement l'ADN de l'œuvre. Et ça, c'est ma démarche, voir autrement le monde de l'art pour imaginer un monde meilleur. L'exposition se déroule dans les jardins et à la table des matières de la Villa Paloma. Des visites sont possibles du 14 au 17, puis du 21 au 25 mai, de 14h à 17h. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo de Christinda Petit-Thomel. Manuel Vitali a décidé de mettre en valeur ce soir des chefs étoilés, Marcel Ravin et Glenn Viel, réunis à l'occasion du Festival des Étoiles Monte-Carlo. Un reportage à découvrir dans notre édition de demain à 19h. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.
Bonsoir à tous. Demain, le soleil s'imposera largement sur la principauté. Quelques nuages discrets pourront circuler, mais sans altérer l'impression de beau temps. Et puis sinon, côté température, elles seront comprises entre 11 et 22 degrés. Côté éphéméride, nous fêterons les Matthias, un prénom d'origine hébraïque qui signifie don de Dieu, porté notamment par l'un des apôtres choisis pour remplacer Judas.